J'ai fait Sciences Po Bordeaux en 90-93. Donc j'ai été diplômé en 93. À l'époque, c'était en 3 ans. Donc déjà, c'est très différent de ce que vous faites. Et à cette époque-là, généralement, on ne faisait pas que Sciences Po. On faisait d'autres études à côté. En tout cas, moi, je faisais Sciences Po et droit privé à la faculté de droit juste à côté. Et également des études de philosophie, puisque j'avais déjà fait Hippocagne avant et j'avais voulu continuer en philosophie. Donc j'étais sur plusieurs parcours. Mais c'est vrai que Sciences Po m'a beaucoup plu à l'époque pour plein de raisons. D'abord, j'y ai appris énormément de choses extrêmement passionnantes. J'étais déjà quelqu'un de passionné par l'actualité, par la politique, par le journalisme en général. Et c'est vrai que j'ai retrouvé tout son sens à cette école où je voyais au quotidien des sujets qui me passionnaient, notamment sur les relations internationales, notamment sur le discours politique, sur l'histoire politique également française. Puis à côté, j'avais le droit privé, ça me passionnait également et c'était extrêmement complémentaire pour moi. Alors de bonnes années à Sciences Po, 3 belles années à Bordeaux, un Bordeaux qui était très différent aussi. On n'avait pas le tram pour arriver jusqu'au campus universitaire. L'école était plus petite, 2 fois plus petite en taille architecturalement qu'aujourd'hui. Je suis retourné à Sciences Po l'année dernière. On m'avait demandé de faire une présentation de mon métier de directeur général du CHU de Bordeaux et de ma carrière. Et puis, j'y suis retourné aussi en début d'année, cette année 2020, juste avant la crise Covid, puisque j'étais parrain de la promotion et j'ai remis les diplômes à 500 personnes et j'ai fait la bise à tout le monde. Voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc on pouvait le faire. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation très différente. Donc, d'excellentes années à Sciences Po, je n'en ai quasiment que des bons souvenirs. Je me suis fait d'excellents amis que je garde toujours. Et puis, bien entendu, je me souviens des grands professeurs que j'ai pu avoir à l'époque, comme Pierre Sadran, comme Séverine Pacteau, comme Petot, bien sûr, Jean Petot, voilà, et beaucoup d'excellents professeurs que j'ai eus à l'époque. Ça a été l'apprentissage d'une méthodologie aussi. Moi, je venais d'études, j'avais fait un bac scientifique et puis ensuite j'avais fait Hippocagne et je venais donc d'études plus à la fois scientifiques, plus littéraires. Et c'est vrai que je n'avais pas encore la connaissance des dissertations à la Sciences Po, puisqu'évidemment en Hippocagne, on était sur quelque chose d'extrêmement différent. Alors moi, je suis bordelais d'origine. Je suis né à Bordeaux, ma famille est bordelaise, mais j'ai quitté Bordeaux assez tôt, quand j'étais enfant. Et donc, je suis revenu à Bordeaux pour faire Sciences Po et droit en même temps. Et j'y suis resté quelques années avant de partir à Paris, à Assas, à la fac de droit, puis à l'école des hautes études en santé publique à Rennes pour devenir directeur d'hôpital. Alors si je reprends un peu ma carrière simplement, d'abord j'ai commencé à Sciences Po, j'ai terminé en 93, j'ai fait des études de droit qui m'ont conduit à l'école des hautes études en santé publique, après le service militaire, puisque j'ai fait aussi mon service militaire. Et donc j'ai été diplômé, j'ai fait 98-2000, oui c'est ça, 98-2000 à l'EHESP à Rennes. En 2000, je suis donc sorti de l'école des hautes études en santé publique, école en 2 années, comme aujourd'hui d'ailleurs, un concours très intéressant, très classique, avec de la culture générale, des finances publiques, du droit public, de l'anglais, etc. Donc exactement comme le concours de l'ENA, c'est exactement les mêmes matières. Et puis on devient directeur d'hôpital. Alors directeur d'hôpital, c'est un métier thématique, parce qu'après, évidemment, on peut être aussi bien directeur des finances, directeur des ressources humaines, directeur de cabinet, directeur d'un hôpital, ou comme moi plus tard, directeur général de CHU. Moi, dès le début, j'ai eu une carrière un peu différente des autres, puisque à ma sortie de l'EHESP en 2000, je deviens directeur de cabinet de Gérard Larcher, à l'époque, qui aujourd'hui est le président du Sénat, et qui à l'époque était vice-président du Sénat, mais surtout président de la Fédération hospitalière de France.
Et donc il y avait un lien avec ce sujet. Et donc je deviens directeur de cabinet pendant 4 ans, puis de Claude Évin, qui devient alors président de la Fédération hospitalière de France. En 2005, je retourne à l'hôpital dans un établissement de banlieue parisienne, l'hôpital d'Évry-Corbeil, hôpital sud-francilien, un hôpital en grande banlieue, où à l'époque j'ai eu le plaisir d'avoir comme président du conseil d'administration Serge Dassault et Emmanuel Valls. Donc c'est assez notable. Et puis en 2007, Roselyne Bachelot devient ministre de la Santé et des Sports. Et je ne la connaissais pas du tout, mais son directeur de cabinet de l'époque, qui ne me connaissait pas non plus, m'appelle parce qu'il avait entendu parler de moi. À l'époque, je publiais déjà pas mal d'articles et j'étais assez présent, notamment sur les réseaux sociaux de l'époque, que sont LinkedIn par exemple. Et j'étais un jeune directeur un peu visible. Et donc on m'appelle pour rentrer au cabinet de Roselyne Bachelot, ce que j'accepte immédiatement. Assez brutalement en fait, parce que on m'a le ministère, le gouvernement plutôt à l'époque en 2007 avait été composé le jeudi. On m'appelle le vendredi pour me demander si ça m'intéresse. Je réponds immédiatement que ça m'intéresse. Le dimanche soir, j'ai un rendez-vous avec le directeur de cabinet. Le lundi matin, je commence au cabinet de Roselyne Bachelot comme conseiller du cabinet sur les aspects évidemment hospitaliers. Et puis ça marche plutôt bien au cabinet, ça me plaît beaucoup, un milieu extrêmement différent, bien entendu, un milieu très politique que je connaissais, mais que je ne connaissais pas très bien. Je n'y avais jamais fait de stage, mais j'en avais l'envie. J'en avais l'envie depuis longtemps. J'avais envie de rentrer dans les cabinets ministériels, donc j'ai accepté immédiatement. Et je n'ai pas été déçu. J'ai passé deux années d'abord avec Roselyne Bachelot pour devenir conseiller social de son cabinet. Une ministre formidable que l'on retrouve aujourd'hui comme ministre de la Culture et avec qui je suis devenu ami d'ailleurs. En 2009, on me propose un poste de conseiller de l'ambassadeur de France à Londres. Je n'avais jamais travaillé à l'étranger. Le sujet de la diplomatie, le thème de la diplomatie, le métier de diplomate m'intéressait. J'accepte tout de suite et je pars à Londres quasi du jour au lendemain. Je quitte le cabinet Bachelot, je vais à Londres, je me retrouve conseiller à l'époque de l'ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne. Et voilà, et donc j'ai une vie à Londres trépidante. Le métier de diplomate m'a moins plu que celui de cabinet ministériel, mais néanmoins c'était extrêmement intéressant. J'y ai appris plusieurs langages, non seulement la langue anglaise bien entendu, mais surtout le langage diplomatique, extrêmement différent de celui que je pouvais connaître, très direct à l'hôpital ou en politique, et un langage très différent. C'était assez passionnant, assez intéressant. Et puis la ville de Londres à l'époque était en pleine effervescence, c'était passionnant. J'ai passé quelques mois formidables. Je devais y rester 3-4 ans, et en fait je n'y suis resté que 9 mois, puisqu'au bout de 9 mois, Roselyne Bachelot m'a demandé de revenir à son cabinet. Et donc en novembre 2009, me voilà de retour au cabinet comme directeur de cabinet adjoint de la ministre de la Santé et des Sports toujours. Et voilà, et donc j'ai continué pendant 1 an à nouveau en cabinet, cette fois comme directeur de cabinet adjoint. Puis de Xavier Bertrand, qui devient ensuite ministre de la Santé, qui remplace Roselyne Bachelot. Et donc je prends la suite et je continue avec lui. Je suis le seul qu'il garde du cabinet Bachelot de l'époque. Et donc je passe 1 année avec Xavier Bertrand dans son cabinet, ce qui était tout aussi passionnant. Voilà, un ministre très très impliqué aussi, très différent de caractère, mais extrêmement intéressant, avec qui je suis devenu ami aussi. C'est vrai que j'ai gardé des ministres amis, puisque j'ai eu la chance d'avoir des ministres formidables, et ce sont que d'excellents souvenirs. Les cabinets ministériels, on en reparlera si vous le souhaitez, mais parce que j'ai une longue expérience en la matière et qui va durer ensuite par la suite. Mais c'est vraiment un monde à part, où d'abord on a des horaires de travail qui n'ont rien à voir avec
avec les horaires que l'on peut connaître dans d'autres métiers, avec une vie trépidante, avec des heures qu'on ne compte plus, avec aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir un peu comment on décide les choses dans un gouvernement, comment on décide dans notre État français. Et ça, c'était extrêmement intéressant entre les cabinets, les administrations centrales, l'interministériel, les réunions interministérielles à Matignon, les relations entre l'Élysée et Matignon. Tout ça a été extrêmement passionnant. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu. Ça a été un gros engagement, mais c'était passionnant. Voilà, donc je fais ça jusqu'en 2011. Et puis en 2011, je décide de retourner à l'hôpital et je deviens directeur général du CHU d'Angers, dans le Maine-et-Loire, un CHU à taille humaine, un beau CHU. Et pendant 6 ans, de 2011 à 2017, j'ai été directeur général de CHU. Ça m'a énormément passionné. Je ne connaissais pas la ville d'Angers, j'y étais passé, j'avais vu la tapisserie de l'Apocalypse et quelques autres musées, mais je ne connaissais pas bien la ville. Une ville qui m'a énormément plu, une ville à taille humaine, un CHU à taille humaine, et vraiment 6 années formidables avec des équipes médicales, des équipes soignantes pour lesquelles je me suis investi fortement. C'est vrai que l'hôpital a ceci de passionnant, que tous les jours ça change, tous les jours il y a de nouveaux projets, tous les jours on a à traiter des sujets extrêmement différents qui touchent au service public, bien entendu, au service public hospitalier. Tous les jours, on a énormément de patients qui viennent. Et quand on se lève tous les matins, c'est l'avantage de l'hôpital, on sait pourquoi on y va. Il y a des métiers, parfois, on ne sait pas trop pourquoi on se lève le matin, mais là, on sait pourquoi on y va. Et on le voit dès qu'on arrive à l'hôpital. On voit tous ces patients qui arrivent, on voit tous ces soignants qui arrivent. Et si je prends le contexte Covid dont je reparlerai, on voit évidemment que l'hôpital, il est majeur, il est au cœur de notre société. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe depuis plus de 1000 ans et qu'il n'a jamais fermé nulle part dans le monde et en tout cas dans les pays occidentaux. Voilà, donc pendant 6 ans au CHU d'Angers. Et puis là, je suis rattrapé à nouveau par mon passé. Puisque un matin, à la suite du gouvernement, après la présidence, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, Édouard Philippe est nommé Premier ministre, et le matin en suivant, je suis réveillé le matin par un coup de fil d'un appel masqué. Je réponds. Non, c'était pas un appel masqué d'ailleurs, c'était un numéro que je ne connaissais pas, qui n'était pas enregistré. Je me souviens maintenant. Et là, c'est Agnès Buzyn qui me demande si je veux devenir son directeur de cabinet adjoint chargé de la santé, puisqu'elle est alors nommée ministre des Solidarités et de la Santé. Et j'ai accepté immédiatement. Et me voilà passant du CHU d'Angers au cabinet d'Agnès Buzyn du jour au lendemain, puisque là aussi en cabinet, c'est évidemment du jour au lendemain. Et donc, je suis parti d'Angers très rapidement pour aller au cabinet d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, ce qui a été vraiment là aussi une très très belle expérience. J'ai beaucoup aimé travailler avec Agnès Buzyn dans un contexte difficile, avec plein de décisions difficiles, et donc j'ai exercé ces fonctions en son cabinet de mai 2017 jusqu'à août 2019, donc voilà, et ensuite j'ai été nommé directeur général du CHU de Bordeaux, et je suis ici en poste depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec grand plaisir, puisque je vous l'ai dit, je suis né à Bordeaux, je suis bordelais, j'ai ma famille à Bordeaux, et j'étais très heureux de retrouver des fonctions en CHU. Après 2 ans et demi en cabinet à nouveau, je vous l'ai dit, les périodes en cabinet sont très difficiles, sont très fortes, sont très engageantes. Il faut se consacrer à 500%, et il faut être toujours disponible le soir, la nuit, le week-end. Alors c'était passionnant parce que Agnès Buzyn était non seulement très brillante et fort sympathique, et c'était un grand plaisir de travailler avec elle. Et je suis parti donc
en 2019 pour rejoindre Bordeaux, là aussi avec grand plaisir. Alors je retrouve le CHU, un gros CHU, beaucoup plus gros que celui d'Angers où j'étais précédemment. Un CHU composé de 14 200 personnes qui y travaillent au quotidien. Un CHU avec un budget d'1,2 milliard d'euros. Un CHU qui a énormément de projets, qui a beaucoup de sites. On est le premier propriétaire de la métropole, avec plusieurs sites très importants sur la métropole bordelaise. On est propriétaire de beaucoup de bâtiments et notamment nous sommes propriétaires depuis la loi du 8 Ventose en 12 du Grand Théâtre de Bordeaux. C'est le CHU de Bordeaux qui en est propriétaire, ainsi que de nombreux hôtels particuliers et maisons et bâtiments dans Bordeaux. Nous avons bien entendu l'Hôtel-Dieu, l'ancien Hôtel-Dieu qui est l'hôpital Saint-André en plein centre-ville, l'hôpital Pellegrin qui est sur les boulevards, l'hôpital Sud au Lévesque et Xavier Arnozan qui est à Pessac. Nous avons la direction générale où je me trouve aujourd'hui, qui est à Aubryon, au milieu des vignes de Aubryon, avec un très beau domaine. On a l'hôpital évidemment de Lormont, un hôpital gériatrique. On a évidemment un centre, le centre Jean Abadie pour les adolescents qui est en plein centre-ville. Et puis nous avons différentes structures plus petites, voilà également. Donc ça fait maintenant 14 mois que je suis directeur général du CHU. Je retrouve avec grand plaisir les projets médico-soignants, avec de gros projets architecturaux, puisqu'on va reconstruire tout le CHU de Bordeaux. On va lancer beaucoup de sujets. Et puis évidemment, alors j'arrive en 2019 et quelques mois après, le 24 janvier 2020, nous avons à Bordeaux le premier patient français atteint du Covid, qui est donc bordelais. C'est un Bordelais qui était en Chine, à Wuhan, pour un voyage professionnel et qui revient, qui est le premier Français à avoir le Covid le 24 janvier. Donc nous l'accueillons au CHU de Bordeaux. À l'époque, on ne connaît pas du tout cette épidémie, on ne connaît pas du tout ce virus. On va recevoir ce patient, on va le chercher avec le SAMU, avec des tenues complètes, avec un scaphandre, etc. On le met dans une chambre à pression négative, une chambre à triple sas, avec des protections extrêmement importantes. Je vais le voir évidemment dès qu'il est là et on est habillé totalement comme si on allait sur la Lune. Et parce qu'on ne connaît pas encore ce virus, on pense que ça peut être quelque chose qui pourrait s'approcher d'Ebola. Et en fait, bon, c'était pas tout à fait ça. Mais c'était le premier patient. Et donc, ça m'a mis dans le bain immédiatement, fin janvier 2020. Sur ce sujet du Covid. À l'époque, on pense pas du tout que ça va être une épidémie comme celle-là, parce que dès le mois de février, ça s'arrête et on a pratiquement plus de patients, voire plus du tout de patients, ni en Europe, ni en France. Et puis, fin février, les choses changent et s'accélèrent de nouveau. D'abord avec l'Italie qui est touchée, puis la France qui commence à l'être. Et l'épidémie démarre dans notre pays et elle va bouleverser notre quotidien à tous, à vous qui êtes étudiants et à nous qui sommes hospitaliers et qui tout à coup nous retrouvons confrontés à une épidémie que l'on apprend à connaître en marchant, que l'on apprend à connaître au quotidien. Et on s'est totalement organisé au CHU de Bordeaux autour de ce Covid-19. Et ça a été extrêmement passionnant, mais extrêmement difficile à faire. Et comment on l'a fait ? Eh bien, on s'est organisé très vite avec une cellule de crise qui se réunit tous les matins. C'est moi qui la préside avec le président de la commission médicale d'établissement. Et puis, on est avec l'ensemble des chefs de service qui sont concernés par le Covid. Et tous les matins, nous décidons de ce que nous allons faire pour l'hôpital, c'est-à-dire les déprogrammations, les ouvertures de lits, les changements de protocole, les tests de dépistage. Voilà. Et donc, tous les matins, nous organisons, nous essayons de faire de la haute couture de manière à déprogrammer le moins possible, à accueillir toujours les patients qui ont besoin d'être opérés au CHU de Bordeaux et en même temps à pouvoir avoir des filières distinctes, des filières Covid+, des Covid-, ou de manière à ce que les patients ne se mélangent pas et à continuer les activités normales. C'est une période aujourd'hui qui est extrêmement tendue, difficile, maîtrisée,
puisque le CHU de Bordeaux n'a jamais été dépassé par les événements, ni en première vague lors du printemps 2020, ni pendant l'été, puisque là on avait quasiment plus de cas du tout à Bordeaux, et donc la situation était extrêmement favorable. Et puis là on a eu une reprise épidémique début septembre à Bordeaux, qui s'est apaisé ensuite, puis a recommencé. On a atteint un pic le week-end dernier, avec environ 170 patients Covid positifs au CHU de Bordeaux hospitalisés, dont une 65 environ en réanimation. Nous n'avons jamais été débordés, mais parfois nous avons des périodes tendues. Et puis, on a accueilli énormément de patients qui venaient de l'extérieur. Le CHU de Bordeaux est le CHU qui a accueilli le plus de patients venant de l'extérieur. En première vague, nous avons accueilli à 5 reprises des patients, d'abord du Grand Est, puis de la région parisienne, soit par avion militaire, soit par TGV médicalisé. Et là, depuis la reprise épidémique en deuxième vague, nous avons reçu à 6 reprises des patients par avion qui venaient cette fois de Rhône-Alpes, puisque c'est la région la plus touchée, des patients qui venaient aussi bien d'Annecy, de Bourg-en-Bresse, de Saint-Étienne, et qui donc sont aujourd'hui hospitalisés, ou sont sortis d'ailleurs, puisque certains sont sortis du CHU de Bordeaux. Alors c'est vrai que c'est une période extrêmement complexe, extrêmement particulière. Il faut s'organiser au mieux et au quotidien, faire de la haute couture, parce qu'il est nécessaire de bien choisir entre le capacitaire, parce que quand on déprogramme un patient, il faut être sûr que ça n'aura pas de conséquences sur sa santé. Et il faut faire très attention à ce que tous les patients soient extrêmement bien accueillis, même dans ces périodes qui sont extrêmement tendues. Et puis, il y a 2 semaines, le CHU de Bordeaux a eu la fierté et l'honneur d'être classé meilleur hôpital de France par le classement annuel des hôpitaux et cliniques du Point. Un palmarès très attendu. Et donc le CHU de Bordeaux est premier de France, ce dont je suis très fier. Et cela, évidemment, revient entièrement aux 14 200 personnes qui y travaillent au quotidien. Un directeur d'hôpital, c'est un métier, c'est un statut d'abord, c'est un statut qu'on obtient une fois qu'on a fait l'école des hautes études en santé publique dans la section directeur d'hôpital, parce qu'on peut très bien faire aussi directeur d'établissements médico-sociaux ou autres fonctions comme ingénieur qu'on peut retrouver à l'école des hautes études en santé publique. Un directeur d'hôpital, donc c'est une fonction générique, c'est un titre. Mais après, c'est des fonctions réelles extrêmement différentes. On peut être soit chef d'établissement, on est directeur de l'hôpital, comme moi je le suis. Ça peut être un tout petit hôpital ou un moyen ou un plus gros, comme un CHU évidemment, qui sont les plus gros hôpitaux. Mais on reste chef d'établissement, c'est-à-dire qu'on doit décider de tout ce qui concerne la vie quotidienne de l'hôpital, donc chaque jour, notamment les finances, les ressources humaines, les ressources matérielles, les organisations quotidiennes, la sécurité évidemment de l'établissement. Mais chef d'établissement, tout le monde ne devient pas chef d'établissement. Et encore une fois, il y a plusieurs catégories d'établissements. Les autres directeurs d'hôpitaux, ils sont soit directeurs des finances, ils s'occupent des finances évidemment de l'hôpital, soit directeurs des ressources humaines, soit directeurs des affaires médicales, soit directeurs de la recherche, soit directeurs des affaires juridiques. Il y a énormément de fonctions différentes de direction. Quand j'étais à Sciences Po, à Bordeaux, j'ai voulu faire plusieurs métiers. J'ai voulu être avocat et d'ailleurs j'ai passé le concours d'avocat où j'ai été reçu en sortant de Sciences Po. Mais en fait, à chaque fois, je revenais sur directeur d'hôpital. C'est un métier qui revenait fréquemment pour moi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je me sentais plutôt une âme service public. J'avais envie de servir le public d'une manière, je ne savais pas vraiment comment, mais j'avais envie plutôt d'être dans le service public. Et en même temps, j'avais une âme vraiment de manager. J'avais envie de diriger des équipes, j'avais envie de diriger des projets, j'avais envie de mener ces projets à terme. Et en fait, c'était un métier qui combinait bien les deux. Je n'avais pas envie de me retrouver enfermé dans un bureau, dans un ministère. Je n'avais pas envie de me retrouver dans un endroit aseptisé. Et c'est vrai que j'ai trouvé mon bonheur dans cette fonction de directeur d'hôpital.